Bonsoir, je vous remercie d'être présent. Vous êtes assez nombreux, même nombreux, ce qui prouve ce à quoi je m'attendais, c'est que il y a une vraie famille chazalienne, au Chazal. Il y a une famille Chazal biologique, je dirais, dont certains représentants, membres sont présents ici. Et j'aimerais bien, après les interventions, que peut-être qu'ils témoignent. Mais une famille aussi, au-delà de la famille biologique, une famille spirituelle. Il y a des vrais chazaliens à l'île Maurice, bien sûr, mais en France aussi, des spécialistes, il y en a ici, et ce que je dirais vraiment des aficionados. Et je les remercie d'être ici. Je crois que je ne crois pas me tromper en tout cas en disant que le dernier événement d'envergure autour de Malcolm de Chazal en France date de 2002, année du centenaire de la naissance de Malcolm de Chazal. C'était un colloque universitaire à Paris 8, Villetaneuse. Depuis lors, en tant qu'événement, je ne pense pas qu'il y en ait eu beaucoup en France. Ce soir, ce n'est pas un événement d'envergure, ce n'est pas un colloque et ce n'est pas universitaire. Je dirais que c'est une soirée de retrouvailles. Retrouvailles, ou trouvailles et retrouvailles. Trouvailles et retrouvailles entre Chazal et le public. Et je crois que c'est important, le public profane. J'en suis d'ailleurs, j'en étais jusqu'il y a peu, jusqu'à ce que je travaille avec Robert Furlon et Christophe Cassio-Horry, qui hélas n'est pas là, mais qui est à l'île Maurice et qui n'a forcément pas pu venir. J'en suis de ces profanes et je pense qu'il est important qu'il y ait ce lien et ce retrouvailles entre Chazal et un public large. C'est l'esprit de la collection L'Afrique au cœur des lettres, dans laquelle paraissent deux inédits de Malcolm de Chazal, Autobiographie spirituelle et Moïse. C'est à cette occasion qu'a lieu cette soirée. C'est l'esprit de cette collection de faire le lien, ou d'essayer de faire le lien entre des spécialistes, des connaisseurs et un public plus profane. Retrouvailles ou trouvailles entre Chazal et le public profane. Retrouvailles, je pense, je ne crois pas me tromper non plus à cet égard, entre les Chazaliens eux-mêmes qui sont ici. J'ai senti ça, c'était une occasion de se retrouver. Enfin, trouvailles et retrouvailles avec Robert Furlon, qui nous vient tout droit, et c'est au sens propre du terme puisqu'il arrive aujourd'hui, de l'île Maurice pour nous parler de Malcolm de Chazal. Robert a participé activement à l'élaboration de ces deux inédits, en tout cas à l'appareil critique et à la publication, avec Christophe Cassio-Horry. Et Robert Furlon va nous parler de Malcolm de Chazal avec toute sa connaissance, je dirais, et je ne crois pas me tromper non plus, à la fois intellectuelle et émotionnelle. Émotive, sentimentale, vis-à-vis d'un auteur qui le fascine. À cet égard, je voudrais dire qu'il dédie ses interventions, d'une part, à la princesse Indira Devi, qui se trouve, vous allez voir, j'y parlerai des photos plus tard, photos de Bernard Violet, qui se trouve ici aussi, la princesse Indira Devi, qui se trouve sur les photos, qui a compté énormément dans la vie de Malcolm de Chazal, et à Dalida qui compte dans sa vie à Robert Furlon. Trouvailles et retrouvailles donc avec Robert Furlon qui va nous parler de Malcolm de Chazal, d'abord dans un échantillon d'émissions télévisées qui ont été produites à l'île Maurice par le Mauritius College of the Air, et qui sont à destination de l'enseignement. C'est un échantillon, c'est un montage, c'est juste. C'est un montage des 5 premières émissions. Il y a 10 émissions qui sont prévues.
et qui seront diffusés à l'île Maurice et peut-être en France via l'Harmattan. Ensuite, il nous parlera plus tard de Malcolm de Chazal dans une intervention sur Malcolm de Chazal comme écrivain pour répondre à cette question que l'on peut se poser. Est-ce que Chazal était un dramaturge, un nouvelliste, un romancier, un poète? Qui était-il en tant qu'écrivain? Il répondra à cette question, ou tentera de répondre à cette question vaste. Ces interventions seront ponctuées de lectures d'extraits, d'une part d'autobiographie spirituelle, qui est un des 2 inédits qui viennent de paraître et qui constitue, à notre sens, comme un testament spirituel, philosophique et littéraire de Chazal, parce que c'est le dernier texte où Chazal revient sur sa vie et sur son œuvre, un texte très personnel, très court, fulgurant, et très personnel, très, très touchant, et des extraits de Moïse, la pièce de théâtre, qui constitue le 2e inédit de ces parutions. Ces lectures seront faites par David Furlon, fils de Robert, et Fanny Dulin, qui eux nous viennent directement de Londres et qui ont créé l'échange Théâtre Compagnie, qui se veut établir un pont culturel et linguistique entre le répertoire théâtral français et le public londonien et britannique. Et puis nous verrons après, et nous vous écouterons aussi, je l'espère, et je le souhaite. Malcolm de Chazal avait plusieurs cordes à son arc de créateur. Il était écrivain, poète, peintre, penseur, conteur, chroniqueur, citoyen engagé, et j'en passe. Il nous a laissé un nombre impressionnant d'écrits et de peintures, et tout cela constitue un formidable héritage. Un héritage qui constitue une part essentielle du patrimoine culturel mauricien. Un héritage que nous vous invitons à découvrir. Le 12 septembre 1902, Malcolm de Chazal vit le jour à Coquernay, une localité située à proximité de Vacquois et où se situe aujourd'hui le club hippique de l'île Maurice. Coquernay, à cette époque, était une annexe de la propriété des grands-parents de Malcolm de Chazal. Cette famille, la famille de Chazal, s'est installée à l'île Maurice en 1763, soit à peine 50 ans après la prise de possession de l'île par la France. Elle a donné à l'île Maurice des citoyens de très haut niveau, des propriétaires sucriers, des hommes de loi, des médecins, des hommes d'église. D'ailleurs, un des grands-oncles de Malcolm de Chazal a été à l'origine de la création de l'église de la Nouvelle Jérusalem à Maurice. Bien des années plus tard, dans un ouvrage paru en 1974 et intitulé Sens unique, Malcolm de Chazal se replonge dans le monde de son enfance et évoque Ménil-aux-Roses en des termes extrêmement flatteurs et poétiques. Écoutez plutôt. Ménil-aux-Roses, le bien patriarcal, au sein de la forêt des camphriers émaillée d'éclaircies, parsemée de jardins. Des camphriers tout autour, avec leurs chutes de feuilles tropicales. Ici, la mousse mêle sa senteur au parfum de la résine. Et les trouées de ciel bleu laissent des lacs de lumière. Je fis de Ménil-aux-Roses un monde de fées. Un monde de fées. De la féerie. L'ensemble de l'œuvre de Malcolm de Chazal est un hymne à la féerie du monde, à la féerie de la nature, à la féerie de l'univers. La nature nous parle, mais nous sommes aveugles et sourds. Ce qu'il faut,
c'est de d'abord trouver ce langage que le monde recèle. C'est sur la propriété de Saint-Aubin, dans le sud, que Malcolm de Chazal prend d'abord de l'emploi. Mais il y reste peu de temps. Il vient ensuite travailler dans le nord, sur la propriété sucrière de Solitude, dont la cheminée domine encore fièrement le paysage. Cependant, il a bien du mal à s'insérer professionnellement dans le milieu de l'industrie sucrière. De plus, à Maurice, tout lui semble étriqué. Non seulement le paysage, mais aussi les êtres. Il s'éloigne donc de l'industrie du sucre et choisit une autre voie, l'industrie du textile. Mais cette expérience professionnelle aboutit à un échec, comme ce fut le cas pour l'industrie sucrière. Malcolm de Chazal a 35 ans lorsqu'il est affecté au Electricity and Telephone Department à Port-Louis en tant qu'inspecteur de grade 2 avec un salaire annuel de 3 600 roupies. En 1954, il sera nommé Commercial Inspector de grade 1 et en 1956, Traffic Officer. Cet emploi lui permettra surtout d'être plus libre de son temps et parfois même de sillonner les faubourgs de Port-Louis à la découverte de ses réalités. Malcolm de Chazal restera 20 ans au département du téléphone, jusqu'en 1957. Et alors, il a 55 ans. Il demande sa mise à la retraite et cela lui est accordé. Malcolm de Chazal est dorénavant un homme libre. Malcolm de Chazal fréquente beaucoup les intellectuels mauriciens, tels le peintre Hervé Masson, qui fera une brillante carrière internationale, le frère de celui-ci, Loïs, jeune écrivain alors, mais promis également à une belle carrière littéraire en France, auteur notamment du Notaire des Noirs, très connu. Robert Édouard, poète local, extrêmement connu également. Marcel Cabon, brillant journaliste, futur auteur de Namasté, et que Malcolm de Chazal tenait en haute estime. C'est une période féconde pour Malcolm. À partir de 1940, il publie régulièrement, année après année, 7 ouvrages de pensée, intitulés « Pensée 1 »,« Pensée 2 »,« Pensée 3 »,« Pensée 4 »,« Pensée 5 »,« Pensée 6 »,« Pensée 7 sens plastique », œuvre majeure de Malcolm de Chazal, puis une histoire de la pensée universelle. Sens plastique naîtra dans les ateliers de Hervé Masson et doit beaucoup aux échanges entre le peintre et le penseur, sur les couleurs, sur la nature, sur les formes, sur les correspondances mystérieuses entre les éléments qui nous entourent et qui sont peut-être dotés d'une vie particulière, d'une vie qui leur est propre. Et si c'est avec la palette du peintre qu'Hervé Masson cherche à exprimer ses doutes, ses questions et ses éléments de réponse, c'est avec la plume que Malcolm de Chazal exprime les siennes. Événement majeur en 1948, Chazal est republié à Paris. Republié puisqu'il s'agit de la 2e édition de Sens plastique, déjà édité à Maurice en 1947. Alors qu'à Maurice, le livre avait reçu un accueil plutôt mitigé, Malcolm de Chazal dira que ce livre avait provoqué un grand éclat de rire dans le pays et qu'on l'avait traité de fou. Les éditions Gallimard, dirigées par Jean Paulhan, et quelques écrivains français, notamment surréalistes, trouvèrent qu'il s'agissait là de l'œuvre d'un génie. Malcolm de Chazal hérite dès lors de ce label de génie, qu'il mérite probablement. Malcolm de Chazal ne s'arrête pas là. Il continue à écrire et publier avec autant de fièvre. La vie filtrée, en 1949, est l'œuvre où il détaille sa conception du monde et de l'univers. Il donne dans cette œuvre les clés pour bien comprendre son chef-d'œuvre Sens plastique. Le rythme de parution des ouvrages de Malcolm de Chazal s'accélère. 4 en 1950, 6 en 1951, 11 en 1952, 6
en 1953, 4 en 1954. Il publie entre autres des réflexions philosophiques sur des sujets de haute spiritualité et ses ouvrages s'intitulent La pierre philosophale, La clé de Cosmos, Mythologie de Crève-Cœur, La grande révélation, Le livre de conscience, Le livre des principes, L'évangile de l'eau. Tout cela, tout ce travail, toute cette écriture aboutit à un roman mythe. L'expression est de lui. Un roman mythe intitulé Petrusmok. Il se tourne aussi vers le théâtre et écrit 4 pièces de théâtre, dont certaines seront jouées au théâtre du Plaza à Rosil. Toutes ces pièces portent des titres d'origine biblique. Judas, Jésus. Petrusmok n'aura pas la même fortune que Sens Plastique, c'est-à-dire que Petrusmok ne sera pas réédité en France. Cependant, Petrusmok reste son œuvre maîtresse, profondément enracinée dans les montagnes et les pierres mauriciennes. Avec au début, dans sa préface, cette célèbre formule « Ce pays, l'île Maurice, cultive la canne à sucre et les préjugés ». En 1968, Malcolm de Chazal fait paraître quand même, en France, un petit livret intitulé « Poèmes ». En 1973 et 1974 sortent successivement L'île Maurice proto-historique, folklorique et légendaire, L'homme et la connaissance, Sens unique et, en 1976, La bouche ne s'endort jamais. Malcolm de Chazal écrivait et publiait donc beaucoup. Il écrivait de façon fébrile, avec une écriture large, pressée, avec peu de corrections, comme s'il n'avait pas le temps de se relire. Pressé, comme si son message ne pouvait pas attendre, qu'il avait trop de choses à dire, à révéler. Il écrivait, enfin, comme il parlait, c'est-à-dire de façon volubile, et on ne pouvait pas ne pas l'écouter. Et du fait que je crée, je ne peux pas être réellement seul, parce que mon œuvre remplace tout. C'est une compagne. À un certain moment de sa vie, Malcolm de Chazal a voulu célébrer l'île Maurice, son éternel fiancé, disait-il, en la peignant, à sa façon, bien sûr, en s'inspirant de ses décors, mais en les humanisant, en reproduisant ses couleurs, mais en les féerisant. Bien entendu, outre les plages, les petites habitations, les localités de l'île Maurice profonde, la nature, la faune et la flore ont été à titre égal source d'inspiration pour Malcolm de Chazal. Malcolm de Chazal nous parle des couleurs de la façon suivante. La couleur est un monde vivant et comme toute chose animée s'exprime par des gestes. La fonction du peintre est donc beaucoup plus que celle d'être un simple copieur de couleurs, un simple reproducteur de la chose que l'on voit, un simple imitateur des couleurs naturelles. La mission de peindre est une mission essentielle et cette mission peut être définie comme suit. L'artiste écrit avec ses yeux puisque les couleurs sont l'alphabet solaire. Malcolm de Chazal insiste sur cette idée que
Tout comme l'écrivain utilise des lettres, l'artiste doit utiliser des couleurs et que ces couleurs sont habitées. J'allais dire, ces couleurs vivent, se manifestent, écrivent, agissent au sein d'un tableau. Pour mieux comprendre l'œuvre picturale de Malcolm de Chazal, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs artistes. Le premier artiste que nous avons choisi est une femme. Il s'agit de Véronique Leclésio, peintre, qui a déjà organisé plusieurs expositions ayant eu de francs succès à l'île Maurice. Mais Véronique Leclésio a une autre dimension pour nous. Elle est la nièce de Malcolm de Chazal et elle nous racontera ses rapports avec le peintre. Il a fait une forme et puis bon, il est arrivé sur le bord du papier, il m'a dit non, celui-là c'est pas terrible, enfin après avoir fait à peu près un poisson, et toujours avec l'idée de féeriser les choses et les formes. Ah ouais. Donc de ne pas représenter le poisson comme tel, mais l'esprit en quelque sorte. Ah ouais. Je ne peins pas comme lui, mais je pense que son influence est beaucoup plus profonde. C'est son approche de la vie, c'est cette espèce allons dire, de clarification du regard qu'il aura pu, j'espère, me laisser en héritage. On peut dire qu'il y a la peinture mauricienne d'avant et d'après Malcolm de Chazal. Avant, il s'agit d'un classicisme rigide. Après, eh bien, les formes et les couleurs se sont libérées, sont exaltées, sont devenues féeriques. Après Véronique Leclésio, que nous avons rencontrée dans la première partie de cette émission, nous sommes allés voir un autre artiste, Vako Bessac. Ce dernier a connu Malcolm de Chazal, alors qu'il était lui-même encore un artiste en herbe. Robert, regarde cette merveille. C'est un tableau, j'étais revenu en vacances après mon séjour en Europe, et Malcolm de Chazal me l'a offert. Il n'y a rien qui puisse illustrer mieux que ça l'œuvre de Malcolm de Chazal. C'est notre soleil, c'est Petrus Mock, c'est Sens Plastique, c'est toute la lumière de chez nous. Malcolm de Chazal a prouvé, surtout à l'île Maurice, que ce ne sont pas les billets de banque qui sont comestibles. C'est les couleurs, c'est nos fruits, c'est nos fleurs, c'est notre soleil. C'est de féerie. C'est la féerie. Et cette féerie passe par l'enfance inévitablement. Inévitablement. Voilà. Saïd Hosseini, peintre mauricien et citoyen d'honneur de la ville de Cœur-Pipe, s'inspire beaucoup depuis quelques années de la peinture chazalienne. L'œuvre de Saïd a même connu une métamorphose. Il nous révèle comment et pourquoi. Les couleurs, les formes, c'était un peu enfantin, féerique, c'est un peu comme les enfants peints. Mais sinon, la façon que l'artiste manie le pinceau, ça paraît pas être quelqu'un d'un enfant, tu vois. Et là, la réponse, c'était Malcolm de Chazal. Lui, c'est un coloriste qui se permet de travailler avec autant de couleurs qu'il veut, tu vois. Donc, c'était vraiment différent. Et donc, c'est quelqu'un qui ose. C'est quelqu'un qui ose de travailler avec autant de couleurs. Et ça m'a vraiment, vraiment impressionné. Et voilà. N'existe que des images. Il n'y a pas d'idée. L'idée, c'est une forme abstraite de l'image. Un chiffre, un point est une image. La moindre couleur est une image. Tout est image et tout est verbe. L'école, c'est le crime contre l'âme. L'école a été ma torture irrémissible, une monstruosité que je n'ai pas oubliée. Je vois le petit encrier, je vois les couvertures des cahiers, la plume, l'encre mauve. Ce qui m'intéressait, c'était les couvertures des cahiers.
dont je faisais une collection. Le charabia de l'école entrait par une oreille et passait par l'autre. J'ai été un élève détestable. Mais pis, comme je ne m'intéressais à rien de ce qu'on me disait, je passais pour indolent et mou. Alors qu'en moi était le feu de la vie. Des petits écoliers à mes côtés, rien n'est resté. Je butais contre eux, c'est tout. Étais-je inhumain? Mais c'était eux qui ne pouvaient rejoindre mon humanité. Je sens encore l'odeur de ce petit collège à la limite de Cure-Pipe, un grand gazon où on pouvait se rendre. J'attendais impatiemment le moment où ce supplice cesserait. Je me ruais à la sortie et filais vers la maison de mes parents, où je gagnais l'arrière-cour et j'étais chez moi. Je n'apprenais pas mes leçons. J'esquissais à peine mes devoirs. Et je ne visais qu'une chose, les grandes vacances. Qu'est-ce que j'ai appris à l'école? Uniquement le français, et non pas le style, et l'anglais, que je n'ai jamais aimé. La géométrie me parut une insanité. Et les théorèmes, et tout le fatras de la mathématique chiffrale, car je ne voyais cela dans la vie. Et je n'osais questionner le professeur. Ils étaient tous si bêtes. On m'avait donné des leçons de dessin. Je n'aimais pas répéter. On m'enseigna la musique. Cela me parut moins que rien. À quoi menait-elle? La musique était en moi. J'avais les fleurs, les couleurs. Mais les couleurs me captivaient. Cela vivait, cela dansait, cela parlait. Je n'ai jamais eu de préférence pour les couleurs. J'aimais tout. Avant que Baudelaire proférât « Les couleurs, les parfums et les sons se répondent », je vivais cela. L'écrivain et l'homme de la tendre enfance n'ont constitué pour moi qu'un seul être. Je suis devenu ce que j'étais. Un point, c'est tout. Et je maintiens que dans le poète que je suis, tous les hommes peuvent se retrouver. Je ne suis pas un exemple, mais le commun exemple. Donc, ce que j'ai dénommé l'éclipse par l'école, ce n'est qu'une demi-éclipse. Aussi, dans la totalité de cette confession, qu'on ne pense pas que je parle de moi, mais de ce principe homme, qui a été le but de mon œuvre et de ma vie, de révéler. Quel genre d'écrivain est donc ce Malcolm de Chazal? Qui est-il exactement? À quoi correspond son écriture? Par exemple, posons-nous la question, Chazal est-il un dramaturge? La question mérite d'être posée, surtout que nous venons d'éditer une œuvre théâtrale, appelée surtout Moïse, un peu comme pour reprendre la réalité biblique à contre-pied, puisque ce Moïse en question a été sauvé des flammes. S'interroger sur l'existence d'un Chazal dramaturge postule d'autres interrogations, à savoir, existe-t-il un Chazal romancier? Existe-t-il un Chazal nouvelliste? Existe-t-il un Chazal poète? Existe-t-il un Chazal philosophe? Etc. Dans une chronique, parue dans le quotidien Le Mauricien du 18 avril 1959, Malcolm de Chazal écrit « Depuis le 10 mars, j'ai écrit 4 romans. À la différence de mes pièces de théâtre qui ont toutes des noms d'hommes, mes romans sont axés sur la femme, qui reflète des personnalités d'hommes. Aucun de ces titres n'a été publié, mais il en annonce 4, peut-on avancer dès lors que Chazal est, entre autres, un romancier. Déjà en 1957, Malcolm de Chazal consacrait quelques lignes dans une chronique à un recueil intitulé « Contes de morne plage ». Et il nous dit, je cite, un recueil de 40 contes dans le style poétique absolu, au-delà du verbe de Petrus Mock. Par la suite, le 13 mai 1959, il fait état d'un
je cite, un assez fort volume de nouvelles écrites pour s'amuser, nous dit-il, et qui sont des contes occultes, œuvrant sur le talisman, le rêve prémonitoire, les rencontres subconscientes, le double. Ces nouvelles n'ont jamais été publiées, mais, entre parenthèses, elles ont été retrouvées, je les ai dites, en décembre prochain. Certes, il est connu que Chazal écrivait régulièrement de contes d'histoire qu'il distribuait généreusement autour de lui. Mais en termes de publication, seul un recueil intitulé Contes et poèmes de Morne-Plage est paru à l'Éther vague en 1994. Mais il ne s'agit pas des textes dont je vous parlais à l'instant de 57, mais plutôt de textes rassemblés par l'éditeur et parus après le décès de Malcolm Chazal. Encore une fois, peut-on prétendre pour autant que Chazal soit un nouvelliste? La même chose est valable quant à son œuvre poétique au sens classique du terme. À cet égard, il y eut le recueil publié chez Pauvert en 1968, Poèmes. Il avait prévu publier en 1970 un autre recueil qui existe déjà en manuscrit qui s'appelle L'Humour rose. Mais la question se pose, Chazal est-il un poète? Est-il tour à tour poète, conteur, dramaturge, philosophe? La vérité peut être beaucoup plus simple. Malcolm de Chazal est un poète. Un point, c'est tout. Essentiellement et uniquement un poète. Parce que être poète, pour Malcolm de Chazal, ce n'est pas, je cite, de chercher le corset de la rime, de chercher le panier à salade des pieds du vers, je cite toujours, de chercher le carcan du nombre de vers, comme faire l'amour avec l'horloge. En tant que, je cite, mystique de la langue, sa mission, dit-il, est de retrouver le sens de l'Éden. Pour le poète véritable, c'est cela, l'essentielle réalité. Chazal écrit, peint, dramatise, crée en tant que poète. Et son art d'écrire va jusqu'à se confondre quelque part avec l'objet de sa quête. Il dit, la poésie n'est pas autre chose pour moi que l'art de décrire l'invisible avec des images d'anges. Il continue, je laisse au lecteur la mise en scène et le soin des décors selon la féerie de son âme. Et il poursuit dans la vie filtrée, la poésie, c'est l'art de transmettre la vie dans les mots, tout est là, rien que là. Sa conclusion, je le cite, le poète est un réaliste dans le plus haut sens spirituel du terme. Le lien systématique que Chazal établit entre poésie et religion n'est guère étonnant non plus, car, écrit-il, l'acte poétique est l'acte d'un mage, d'un prophète. Et cet acte est uniquement accompli dans le champ sacré de la vie. En ce cas, rejoindre le sens intérieur de la révélation et même la dépasser. Être révélateur soi-même est le rôle divin absolu du poète. Je cite toujours Chazal, le poète, la poésie, ainsi est d'ordre religion. Cette définition élargie de la poésie ne peut objectivement se satisfaire des contraintes liées au recours à des genres littéraires classiques plutôt cloisonnés. Et Chazal va se sentir totalement libre d'utiliser la forme qui convient à son message du moment. Il dit, une des missions maîtresses de mon œuvre est de donner à la langue un nouveau souffle de vie, en humanisant les mots, en faisant de tous les mots des personnages, en les tirant de l'ornière de l'abstraction, en les lazarisant par imposition des mains du surnaturel. Et pour satisfaire les impératifs de sa quête et la transmission des réponses qu'il découvre, Chazal évoluera dans son choix de genre, par son choix de matériaux d'expression, par son choix de médias pour s'exprimer. Au début de sa carrière, il commence par des traités d'économie politique. Ensuite, très vite, il va vers les aphorismes. Les aphorismes dureront entre 1940 et 1949. Pour cette période, le recours à l'aphorisme lui suffit. Mais
il devient évident à la lecture de Sens Plastique, surtout du dernier tiers de Sens Plastique, que ce format est un peu étroit, étriqué, et on sent que Chazal a l'envie de sortir de ce format. Et il sort de ce format à partir de La vie filtrée, où nous avons affaire à 74 principes philosophiques développés chacune en plusieurs pages. Dans sa propre postface à Sens Plastique, Chazal écrit « La difficulté qui me confronte à l'heure actuelle est que l'amphore de la langue est trop poreuse, le vase des mots pas assez profond pour retenir, pour emprisonner l'immensité de la sensation. » Et c'est là que Chazal définitivement adopte au fur et à mesure les formes d'expression pouvant servir de canal, de médium à l'expression de sa quête et des révélations qui en découlent et les adapte le cas échéant à son écriture. Le théâtre, entre 50 et 54, après 54, terminé, plus de théâtre. Les nouvelles et le roman à partir de 55, on en a peu vu de publiés, très peu. La peinture, à partir des années 60, un autre média d'expression aussi fort que les mots. Les chroniques littéraires, les chroniques journalistiques, à partir de 48 jusqu'à 1978. Il écrira 990 chroniques de presse. Tout cela pour vous dire que Chazal n'est ni un dramaturge, ni un nouvelliste, ni un romancier, ni même un peintre, ni même un chroniqueur. Il est tout cela à la fois, tout simplement parce qu'il n'est qu'un poète. Et cette poésie est présente aussi dans, par exemple, Moïse, et nous allons entendre des extraits de Moïse. Il y a une porte d'entrée dans tout. Et encore plus facilement, ici, dans cette rose, qui est une plus haute représentation sur l'échelle des valeurs éternelles. Mais par cette fleur, je vais dans tout. Et mon esprit se prolonge universellement. Car la fleur est liée à toute chose, du nuage à l'âme ou à mon âme, passe de symbole en symbole, de proche en proche, par le pont des correspondances qu'est le principe homme, dans tout. Passe de berge en berge, plus subtil, gagne la lumière, et tu seras bientôt dans l'éther de Dieu, et tu toucheras sa personne. Laisse-toi aller vers toute chose avec le gant de l'innocence, et l'esprit homme dénudé en toi. Tu pénétreras dans toute la vie qui te recevra, car tu t'auras mis alors dans l'âme de son essence, dans son diapason. Le fil d'Ariane est partout. La moindre chose te mène à Dieu. Et si toute chose y mène, c'est parce que toute chose est construite selon le principe homme, qui fait essence et sa vie même. Parce que Dieu est homme, et qu'en allant vers les choses, tu vas à Dieu. Si tu as trouvé la clé, la route est libre. Et se laisser aller, se laisser emporter, c'est connaître. Le fil d'Ariane est partout. Toute la vie. De la vie de l'âme à la vie des choses, il n'y a qu'un pas. Ce pas éternel, je l'ai franchi, dans les hautes forêts de la Haute-Égypte, sans effort, même pas par l'extase, en devenant simplement ce que je suis, en étant un enfant de Dieu, à l'image de celui qui vient de naître sur terre et d'où tous les vivants sont venus, en étant homme, parfaitement. Vous serez dans la vie et dans Dieu. C'est le dernier et le suprême secret. Soyez homme, parfaitement, à l'image de Dieu, et tout vous sera donné. Approche. Tu viens de Jérusalem, dis-tu? Mon nom est Déborah. Je suis la sœur de Céphas, le disciple de Jésus. J'ai quitté la terre il y a 3 jours. Je suis morte. Aussitôt, dans ce monde-ci, j'ai tenu à annoncer la bonne nouvelle. On m'a pris pour une folle. J'ai crié sur les routes. On m'a chassée comme on chasse une chienne en rut. J'ai su bientôt que tu étais le roi de ce monde,
et j'ai voulu te voir. Je n'ai pas cru mes oreilles quand on m'a dit d'abord que c'était toi, mort il y a tant de siècles, qui étais ici. Toi, le suprême prophète des Juifs, qui eusse dû être depuis longtemps au pied du trône de Dieu. Toi, ici et vivant, qui gouvernais le monde intermédiaire. Je n'ai pas cru mes oreilles. Mais j'ai vu tant de choses extraordinaires depuis un an que ce nouveau miracle m'a semblé un anneau de plus à mon émerveillement. Et je suis venue. Voici, je suis devant toi pour te dire, Moïse, que la loi s'accomplit en ce moment même sur terre et que le Messie tant attendu marche sur les poussières saintes de la Palestine. Dieu soit loué. Jéhovah, que tes desseins sont magnanimes. Ô sœur de Céphas, réponds-moi. Est-ce que des foules s'assemblent et viennent se prosterner devant l'envoyé de Dieu? Seule la rapine, seule la pègre, seuls les prostituées, seuls les publicains, seule la vile souillure des villes de Judée le suit. L'élite est contre lui, à ses trousses. Caïphe l'exècre. Anne a déjà juré sa perte. Et que prêche Jésus? Il vit ses mots. Nous sommes pris, moins par ses paroles que par cette voix venue d'ailleurs. Nos entrailles se sentent bouleversées en sa présence. Cet homme nous saisit l'âme. Et qui l'a vu une seule fois, le cœur pur pour toujours, et gagné d'emblée à jamais. Que dit cet homme? Il répète des choses très simples. Il raconte des histoires. Il parle comme un fou et comme un enfant. Il nous entretient du royaume futur. Il nous dit que Dieu est très près de nous et que le grand jour est proche. Il menace. Il sème l'anathème dans des mots d'amour. Il promet. Il proclame l'éternité aujourd'hui même. Comment vit-il? En mendiant sur les routes avec ses disciples. Quels sont ses disciples? Des gens de la rue. Et qui, dit-il, est Moïse? Un prophète qui a baptisé d'eau. Moi, dit Jésus, je vous ai porté le glaive et je vous baptiserai de feu. Où parle-t-il? En plein champ, au bord des puits, dans des tavernes, en lisière des chemins, dans le temple, partout où mène l'esprit. Déborah, toi qui l'as vu de tes yeux de chair, souviens-toi, dis-moi comment est son visage. Moïse, je te mentirais si je te disais que je l'ai vu. Je l'ai touché. J'ai même connu son haleine et sa voix et son regard et les gestes de ses mains et le balancement de sa démarche. Mais je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas touché. Je n'ai pas connu l'odeur de sa voix. Son âme est si forte qu'elle brûle sa personne physique. Et c'est la flamme qui m'a prise. Je sais que j'ai vu le feu en personne. Ne me demande pas de te le décrire. La flamme est, et Jésus est. Tous deux sont lumière. Je me suis fondue en cette lumière. J'ai connu Dieu, mais j'ignore son visage. Que sais-tu du Christ avant qu'il n'atteignît sa 30e année? Maître, tu me demandes trop. Jésus a vécu effacé. Nul de nous ne l'a connu. Avant le jour même où l'on parlait de lui, où il parlait au peuple, tel un miséreux traînant les richesses de Dieu sur les routes. Déborah, écoute-moi. La femme sait. Tu as vu le Christ. Ton âme exaltée respire l'intuition. Parle donc. Où était le Christ avant son apparition sur les places publiques et les temples? On dit qu'il hivernait. As-tu connu sa mère? Il a renié sa mère. Pourquoi? Le Christ était mère, père, il était fils et frère et sœur de l'humanité. Il était à l'humanité tout entière et ne pouvait appartenir à personne. Sa mère était de trop. A-t-il eu des frères? Il en a eu selon la vie terrestre, mais tous les justes étaient ses frères en Dieu. Voici l'amour universel exalté, le geste de vie même qui va nous sauver. Déborah, rappelle-toi encore, qu'a fait le Christ dans sa prime jeunesse? Il était apprenti menuisier, aussi obscur qu'un laboureur. Il avait refoulé son âme en lui-même, et tous ceux qui l'ont connu l'ont pris pour un fou, ou un hypocrite qui cachait son jeu. Son jeu? À quoi jouait-il? À se cacher. Sauf un jour, il avait alors 12 ans,
Il pénétra dans le temple à Jérusalem et il réduisit au silence les docteurs, les mêmes qui aujourd'hui sont à ses trousses et méditent sa perte. Que leur disait-il? Que tout est un et qu'il faut revenir à la simplicité, à l'innocence, à la nudité de l'esprit et de l'âme pour tout connaître. Revenir au un, à l'ultra simple. Telle était la doctrine qu'il prêchait. Que dit-on fit le Christ entre sa 12e et sa 30e année? Rien. Comment rien? Celui qui va être Dieu ne faisait rien? Où était cet homme dans les lieux physiques de la planète Terre? Il était partout. Son esprit parcourait le monde. Son double était partout. Et si certains l'ont vu à Srinagar, au bord du Gange, c'était qu'il y était en esprit. Et même en Égypte, voyait-on son ombre dans les reflets des visages humains qui subsistaient les conséquences de sa méditation. Car Jésus méditait. Et son double parcourait le monde. Il a dû faire ainsi 1000 fois le tour de la terre. Donc, Christ a professé avant de porter le message direct, verbal, aux hommes. Les femmes qui furent en contact avec lui, Marthe, Marie, comme moi-même, pensant de même. La mission du Christ ne commença pas à sa 30e année. De toujours, il était parmi nous, par son émanation, dès le jour même de sa naissance. Et dans l'utérus de Marie encore, il était parmi nous, en Christ utérin et divin. Dulin, non ô combien théâtrale, pour ces lectures, belles lectures de Moïse. Je voudrais maintenant passer à vous, en fait, mais je voudrais, en phase intermédiaire, en quelque sorte, poser 2-3 questions à Robert sur questions qui vont après enclencher, j'espère, les vôtres ou vos interventions. Il me semble un triple malentendu entre Malcolm de Chazal et le public. Alors le premier surgit quand on entend ces textes où il dit qu'il faut revenir et aller à l'ultra simple. D'où vient alors cette impression ou ces réactions qu'il y a parfois en ce que Malcolm de Chazal serait difficile d'accès? Quel est son lien avec, je dirais, l'hermétisme? Est-ce qu'il cultive l'hermétisme ou bien c'est justement un malentendu? Dans la mesure où je peux répondre, je crois qu'il y a un malentendu. Je crois que Chazal ne s'arrêtait jamais à la considération de est-ce que les gens vont comprendre ce que je suis en train de dire. Je crois que à partir du moment où Malcolm Chazal était préoccupé par une idée, l'idée de, par exemple, la chute était quelque chose d'extrêmement important pour lui, c'est un thème sur lequel il réfléchissait énormément, où le Dieu était une question essentielle pour lui. Donc il partait dans sa réflexion. Et c'est peut-être pour ça qu'il écrivait toujours avec fébrilité. Je le disais pour certains textes peut-être, il écrivait toujours très vite. Surtout dans la vidéo. Par exemple, je citais qu'en 1951 ou 1952, il avait écrit 11 textes. Et Malcolm Chazal était capable, après le 4e texte, donc c'était en janvier un texte, en février un texte, en mars 2 textes, en avril un 3e texte, et fin avril, il arrive chez l'imprimeur, il reprend son texte en disant non, c'est pas bien ce que j'ai écrit, trop tard, c'est déjà imprimé, et bien sur la première page, il va écrire je ne suis plus d'accord, je synthétise, je ne suis plus d'accord avec ce que j'ai écrit. Il avait cette espèce de fébrilité qui faisait qu'il était en quelque sorte vraiment pressé d'aller jusqu'au bout de sa pensée. Donc, pour revenir à la question maintenant de l'hermétisme, donc il était pressé pour s'exprimer au maximum. Pour l'hermétisme, je crois que c'est l'interprétation que les hommes ont pu faire après, et les Mauriciens
Surtout parce que à partir du moment où il ne publie plus en France, ça c'est dès 1949 avec La Vie filtrée, c'est terminé jusqu'en 1968. À partir de ce moment-là, pendant toutes ces années, il ne publie qu'à l'île Maurice des ouvrages à 100 exemplaires, pas plus. Et quand il fait l'inventaire chez les libraires, il fait une chronique un jour et il raconte que bon, il a peut-être vendu 4 exemplaires du livre de conscience qui fait 500 pages. Et qui pour lui était un traité extrêmement important qui allait amener les hommes à à utiliser le mieux possible leur conscience de leur propre divinité, quelque part. Donc ça montre bien que quelque part l'étiquette d'hermétisme est née de malentendu du public mauricien, qui était à peu près le seul à ce moment-là, à part de rares exceptions, le seul à recevoir son œuvre. Bon, il faut, vous excuserez l'expression un peu triviale, il faut s'accrocher parfois. Hein. Quand on lit certains des textes, l'évangile de l'eau par exemple n'est pas du tout simple à comprendre. Je pense que ça a dû être pour Malcolm Chazal simple à écrire. Pour nous, cela devient un petit peu plus compliqué à déchiffrer totalement. Il faut donc s'accrocher et avoir des références qui sont souvent des références bibliques extrêmement précises, avoir des références théosophiques assez pointues parfois, car Chazal lisait énormément, réfléchissait énormément, travaillait énormément les textes de référence. Donc, c'est une longue réponse à votre question, j'espère y avoir répondu. Oui, merci. On en reparlera peut-être. Le deuxième malentendu, c'est en fait, vous l'avez un peu évoqué, c'est avec, puisqu'on est à Paris, avec le milieu intellectuel français et parisien, puisque il envoie ses textes à une série de personnes à Paris en 48, c'est ça, 48, 49, 47, ouais. 47. Breton le découvre en quelque sorte à ce moment-là et passe ses textes à Jean Paulhan, qui le publie chez Gallimard. Et puis après, moi, il me donne l'impression de scier la branche sur laquelle il est, c'est-à-dire que dans la correspondance avec Paulhan, il attaque très vite et violemment les surréalistes qui l'ont porté mis sur un piédestal, porté au pinacle, et les surréalistes, bon, l'existentialisme de Sartre, mais ça, c'est assez cohérent avec sa pensée, mais en tout cas, les surréalistes, desquels il était quand même très proche par de multiples aspects. Et puis, donc, il se met à dos Jean Paulhan, finalement. D'où vient ce malentendu que lui-même, ou cette rupture que lui-même crée, en quelque sorte, ou je me trompe. Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs déjà dans la façon dont son œuvre a été portée sur la table de Jean Paulhan. Sarah d'Alexandrie en parle. Il y a plusieurs récits. Chazal lui-même raconte cette histoire de 2 ou 3 façons différentes. Pour en venir au fait, il est certain que ce que Breton trouvait par exemple dans le Chazal, c'était une proposition neuve. Il y avait une façon neuve de voir les choses. Chazal disait toujours qu'il essayait d'écrire au-delà de lui-même et il essayait d'aller par derrière sa pensée, au-delà de sa pensée, et que c'était un peu là ce qui guidait ses aphorismes. L'épisode Paulhan est extrêmement intéressant. Paulhan a vécu quelques années à Madagascar. Il avait été enseignant à Madagascar, et à Madagascar, Paulhan avait découvert ce que les Malgaches appellent les Ainten. Ainten qui sont des énigmes, Jacques Chevrier me corrigera peut-être, qui sont des énigmes extrêmement complexes, des jeux sur les mots, c'est vraiment un exercice culturel et linguistique extrêmement sophistiqué. Et Jean Paulhan a été un grand amateur de Ainten. Et puis un jour vient sur sa table, donc à travers quelques amis surréalistes et amis de surréalistes, arrive cette œuvre de Chazal, à un moment peut-être où Paulhan cherchait quelque chose, un nouveau souffle aussi, et
venant lui de Madagascar, il voit cette œuvre qui arrive de l'île Maurice, pour lui il y a une proximité géographique, et je pense que cette œuvre de Malcolm Chazal l'a séduit parce que cette œuvre se rapprochait des Heinten. La plupart des aphorismes de Chazal sont relativement courtes, sauf à la fin, comme je l'expliquais tout à l'heure, où la surface devenait trop étroite pour lui, mais la plupart des aphorismes sont relativement courts et font appel justement à ce genre d'exercice linguistique autour d'un concept, et cela a énormément plu à Jean Paulhan. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, les surréalistes ont reproché à Chazal son déisme. Et au moment où Breton s'apprêtait à faire une sorte d'éloge de Chazal dans une de ses revues qui était en voie de parution, certains dans son entourage ont dit non, vous ne pouvez absolument pas faire l'éloge de ce monsieur qui croit en Dieu, c'était un péché quasiment mortel. Il est déiste. Donc déjà là, il y a un petit blocage dans la communication avec les surréalistes. Est-ce que Malcolm de Chazal en a souffert? Il ne semble pas. Je crois que sa liberté d'esprit faisait que le parisianisme, qu'il critique dans Autobiographie spirituelle d'ailleurs, il dit que le parisianisme, ce sont des butineurs. Jean Paulhan était un butineur, ce n'était pas quelqu'un qui s'arrêtait à quelque chose et pouvait y travailler suffisamment sérieusement. Chazal considérait qu'il n'était pas prêt à être prisonnier des parisianistes. C'est un homme libre et il continuait sa réflexion et son déisme, il l'assumait. Et si on regarde ses écrits à partir de 1950 justement jusqu'à 55-56, toute cette période où il écrit énormément, tout cela tourne autour de la religion, de la divinité, de Dieu. Et il est profondément habité par cette question du déisme. Chazal n'aurait jamais sacrifié l'importance qu'il accorde à Dieu pour une gloire auprès des surréalistes. Il semble d'ailleurs qu'il y ait eu scission, ou pas scission à ce moment-là, mais discussion âpre dans le mouvement surréaliste lui-même entre ceux qui refusaient catégoriquement ce déisme de Chazal et ceux qui l'acceptaient ou acceptaient Chazal malgré ce déisme. Ça se lit dans les textes de Sarah-Alexandrian. Et on retrouve dans la correspondance avec Jean Paulhan un certain nombre de petits points insérés sur ce thème-là. Ceci dit, en a-t-il souffert ou pas dans sa correspondance avec Paulhan? Il dit, par exemple, il faudrait me proposer pour le Nobel, et puis tout d'un coup, tout ça s'interrompt. Voilà, il n'a pas eu le Nobel, comme on a l'habitude de le dire, mais le Clésio l'a eu cette année. Ça pense en quelque sorte, et en plus, il sort un petit peu de loin, mais apparenté quelque part. Sur le Nobel, petite parenthèse, Senghor, quand il est venu à Maurice, lors d'une des réunions de l'OUA, avait pris la parole dans un dîner officiel, et il avait dit que c'était regrettable que le Nobel ait oublié Chazal. Je referme la petite parenthèse. Tout à fait. Mais la dernière question, le dernier malentendu que je voudrais évoquer, c'est justement à propos de l'île Maurice. Chazal est sans doute le plus grand écrivain mauricien, non, enfin on peut discuter, mais s'il n'est pas le plus grand, il est un des plus grands. Or l'île Maurice ne le reconnaît pas assez, si je comprends bien, notamment dans l'enseignement. D'où vient ce malentendu, ou bien n'est-on jamais prophète dans son pays, et c'est ça la raison? Il y a beaucoup de choses. Bon, c'est un peu nul n'est prophète dans son pays, c'est un peu aussi parce que il a été un petit peu mis de côté en raison d'un certain hermétisme, compliqué à comprendre. Peut-être aussi par l'absence de textes facilement disponibles. J'espère qu'aujourd'hui le problème commence à être réglé, puisque nous avons 2 textes là qui sont sur la table et qui peuvent être utilisés dans les établissements scolaires. Même, c'est certain que son œuvre mérite d'être connue. On ne trouve que dans un seul manuel, publié il y a 25 ans, une interview de Chazal, même pas un texte de Chazal, une interview de Chazal. J'espère que tout ça va être réparé. Est-ce qu'il y a un mépris ou
Non, les Mauriciens qui n'ont jamais lu de Chazal aiment bien dire qu'ils aiment bien Chazal. Les photos là de Bernard Miollet qui sont assez extraordinaires, je trouve. J'étais un peu bluffé par ce bonhomme, qui n'était pas du tout le philosophe dont j'avais entendu parler, c'était vraiment le farceur, qui était en pleine histoire love story, avec une princesse indienne qu'on voit, je crois, sur quelques photos, la princesse Indira Devi d'Orangir, qui a fait allusion tout à l'heure Jean-Pierre au début dans la représentation. Et bon, et Chazal, je savais, refusait de se faire photographier. Une espèce de superstition africaine peut-être. Il avait, comme les Africains, dans la culture africaine, il avait peur qu'on lui voie son âme en le photographiant. Donc il n'avait jamais accepté que quiconque le photographie, sauf moi, mais grâce à cette princesse Indira Devi, qui voulait absolument faire connaître l'œuvre de Chazal en Inde. Et elle lui a expliqué, Malcolm, il faut absolument illustrer mes papiers avec quelques photographies. Et moi j'étais là, il m'avait sous la main. Pendant quelques semaines, il s'est servi de moi comme petit télégraphiste pour me porter des mots d'amour, ces mots d'amour à la princesse d'Araji qui habitait à l'autre bout de l'hôtel. Et je passais en plus de mon travail, de mon étude sur la francophonie, à des allers-retours comme ça en bus, parce que je n'avais pas de traction, les fameux bus mauriciens, des heures et des heures de bus à jouer les petits télégraphistes. Et sauf en cadeau, donc il m'a offert ces 2 jours de photographie en présence de la princesse Indira Devi d'Orangir, et durant lesquels on a parcouru l'île parce qu'elle voulait absolument le voir en situation, en quelque sorte. Et puis, bon, il s'est amusé comme un fou, c'était assez fabuleux. On le voit même tirer la langue à plusieurs reprises, mais il était vraiment sur un petit nuage avec cette histoire d'amour, comme un gosse, quoi. Je vais vous dire 2 choses. Hein. Vous nous laissez un héritage formidable parce que sans vous, on n'aurait jamais eu de photos de Malcolm Chazal de cette période-là. Même pendant une trentaine d'années, il ne voulait pas du tout se faire photographier, comme vous disiez. Hein. Donc on vous doit cela. On vous doit un livre merveilleux d'entretien, L'ombre du Nil. Hein. Vraiment, c'est vraiment très très fort. Alors s'agissant de la princesse Indira Devi, elle se souvient de vous. On a parlé de vous avant-hier encore, parce qu'elle est venue en vacances à l'île Maurice. Elle est à Maurice en ce moment. Alors Hélène Laprévotte est là. Je pense que vous avez envie de dire quelque chose. La réflexion que j'ai eue sur Malcolm de Chazal a tourné autour des rapports entre l'art et la spiritualité, autour de son usage de la métaphore. Je pense qu'il y a un phénomène de résonance entre le thème de la fleur, et on parle des fleurs de rhétorique à propos des métaphores, enfin des figures du langage. On parle des figures du langage aussi. Il y a je pense, une vraie réflexion sur la dimension poétique du religieux. Donc c'est pas une soumission aux formes, pas du tout une volonté de défixer, de ne pas se soumettre aux mots du religieux. Et chez Chazal, il y a 2 révélations. Il y a la révélation de la fleur, d'une part, la révélation de la pierre, d'autre part. Juste en 2 mots, Chazal découvre à travers un poète mauricien qui s'appelle Robert-Édouard Hart, il découvre des textes d'un notaire de la Réunion qui s'appelait Jules Hermann, et ce sont des textes parus après la mort de ce notaire, qui parlent donc du Gondwana, le continent mythique disparu. L'île Maurice, les Mascareignes auraient fait partie de ce continent et auraient abrité à l'époque des lémuriens, des géants lémuriens, qui notamment ont façonné, ont taillé, ont buriné en quelque sorte les montagnes mauriciennes. Et tout comme Jules Hermann avait sillonné la Réunion à la recherche des signes à décrypter dans les pierres, Chazal le fera beaucoup. Il y a une photo superbe de notre ami Violet où effectivement Chazal scrute les montagnes dans la région du Peterboth et il a relevé, dans un de ses tests, il a relevé 12 scènes absolument fantastiques et mythiques sur les montagnes. Je ne vous les énumérerai pas parce que ça prendrait trop de temps, mais la révélation de la pierre lui parle énormément dans ses ouvrages. D'où d'ailleurs son amour pour Maurice, c'est aussi cet amour de ce territoire qui a été façonné par des gens mythiques. Chazal avait un souci premier,
pour l'île Maurice. D'abord, effectivement, il n'a jamais quitté l'île Maurice depuis son retour de ses études en Louisiane. Il est rentré après la Louisiane, il a fait un petit tour en Europe, histoire de voir à quoi ça ressemble, en Angleterre, etc. Et hop, il rentre à Maurice en 1923-24, et il ne repart plus du tout. L'occasion lui aurait été offerte des dizaines de fois. Non, Malcolm vous dit, l'île Maurice est ma fiancée, et on ne quitte pas sa fiancée. Et donc, il ne quittera jamais l'île Maurice parce qu'il se sent enraciné dans cette terre, à travers sa pierre et à travers ses fleurs, bien sûr. Je voudrais poser la question du rapport de Chazal avec l'Afrique, parce que je mets les pieds dans le plat. Est-ce que son rapport complexe avec la religion, avec Dieu, peut venir en partie de l'Afrique, je veux dire du lien que peut avoir, que l'on peut avoir ou que l'on pouvait avoir en Afrique avec la nature, c'est pas un panthéisme mais un animisme, avec des choses comme cela. Est-ce que quelqu'un peut, ou bien je me trompe tout à fait, est-ce qu'il y a un lien, en tout cas il y a un lien entre Chazal et l'Afrique, c'est certain. Senghor qui le rencontre la première fois, il dit: je croyais que vous aviez du sang noir, et il dit il n'y a rien qui ait pu me faire plus plaisir que cela. Donc il y a un lien, mais est-ce que on peut trouver dans ce lien l'origine de certaines choses dans ces textes? Je n'ai pas trouvé dans ces textes, ceux que j'ai lus, je n'ai pas trouvé de référence ou de mention spéciale pour l'Afrique, à aucun moment. Par contre, j'ai trouvé dans des mentions assez fréquentes de l'Asie, du Tibet par exemple. Il a écrit une pièce qui est absolument superbe, qui s'appelle Le Concile des Poètes, qui j'espère un jour sera interprétée, et qui rassemble tous les sages du monde au Tibet pour un grand colloque philosophique. Donc j'ai retrouvé pas mal de références à l'Asie, mais pas de références à l'Afrique. Mais j'en chercherai, parce que la question est intéressante. Est-ce qu'on peut savoir s'il a lu Césaire, par exemple? On ne peut pas savoir, non. Non. J'aurais bien aimé savoir, c'est vrai. Alors, on ne connaît pas sa bibliothèque. Il y a un grand mystère. Il lisait beaucoup. Il recevait régulièrement des livres, des ouvrages, et il en parlait après quand il les recevait. Et puis, après son décès, quand certains proches ont voulu avoir accès à sa bibliothèque, ou bien on dit, voilà, tiens, Malcolm voulait me donner telle ou telle chose, non. On n'a jamais su ce que sa bibliothèque est devenue. Et c'est dommage, parce que pour les chercheurs que nous sommes, ça aurait été intéressant de savoir qu'est-ce qu'il lisait, il devait peut-être, je sais pas moi, surligner certaines choses, ou on n'a pas ça. C'est vraiment dommage. Sur l'aspect swedenborgien, il rejoignait un peu les poètes comme Blake et tous ces grands écrivains qui étaient tous swedenborgiens. Il y avait une profondeur dans l'approche de la religion à travers la nature. C'est très important. Voilà. Moi, ce que je voulais dire par rapport au rapport complexe, plus fort. Par rapport au lien complexe que vous évoquiez avec Dieu, c'est que essentiellement, je pense qu'il est chrétien dans le sens où il est très habité par les paroles des évangiles qui reviennent inlassablement et sur lesquelles il médite, il écrit, il réécrit inlassablement. Et par rapport à ce que disait Hélène Laprévotte par rapport à la fleur, je pense qu'on peut faire le lien aussi avec les mystiques chrétiens, parce qu'il a vraiment un rapport avec cette révélation avec la fleur. C'est la même révélation que celle que Sainte Thérèse a. Quand Sainte Thérèse parle et raconte son itinéraire, elle a le même rapport avec les fleurs, où elle voit le visage de Dieu, en fait. Et donc, il est profondément... qu'il ait des influences swedenborgiennes, enfin, j'ai l'impression que son rapport à Dieu, c'est quand même un Dieu chrétien. Et il a peut-être un rapport mystique à la chrétienté, mais il a un rapport certain, même le rapport à la parole, à la... Et à la fois, dans son théâtre, vous avez Judas, par exemple, Jésus. Il y a les trois pièces majeures, je crois, de Chazal, c'est Judas, Jésus et Moïse, qui tournent, toutes les trois tournent autour de la passion et la mort du Christ. On ne voit jamais le Christ sur scène, mais à chaque fois, il y a un commentaire. La passion est racontée par des gens. C'est assez fascinant la façon dont il joue avec la scène pour faire voir ce qui se passe dehors. Parce
il revisite quand même très fort le christianisme. Et en même temps, il veut revenir à la source du christianisme. C'est ce qu'il dit. Oui. Enfin, je ne sais pas si l'Église chrétienne serait d'accord avec son panthéisme. Quelque part, les anthroposophes, d'une certaine façon, pourraient être d'accord. Oui. Qui sont quand même une branche. Bien sûr. Ceci dit, les Swedenborgiens ne sont pas à l'index au niveau de l'Église officielle, je ne crois pas. Non, Ils n'en font pas. Oui, mais enfin, il ne suit pas complètement... Swedenborg lui-même était quand même un pasteur, il n'a pas renié Chazal revisite ça aussi. Alors moi, j'avais une question pour ce qui est de l'héritage, entre guillemets, du patrimoine de Malcolm de Chazal. Comment se fait-il, comment cela est-il arrivé que comment dire, le patrimoine de Malcolm de Chazal, littéraire je parle, hein. Voilà, je ne pense pas qu'il en ait lu un autre, n'est pas entretenu par la famille de façon très rigoureuse, je dirais. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu de la part de Malcolm de Chazal, je ne sais pas, un testament, des textes disant voilà, faites cela de mes œuvres? Je ne pense pas, mais vous allez me dire. Pas à ma connaissance. Comment? Pas à ma connaissance. Voilà. Or, je pense, nous, on a constaté ça, je pense qu'il doit y avoir des inédits de Chazal encore chez des gens qui peut-être l'ignorent, ou en tout cas qui ne le disent pas. C'est le cas de ces... Hein? Vous en avez sorti 2, oui. Et j'en sors un autre en décembre. Donc, cette œuvre est dispersée chez ceux à qui Malcolm de Chazal les donnait. Les peintures, c'est la même chose. Il n'y a pas un inventaire. Christophe Cassio a fait une sorte d'inventaire dans un des 2 ouvrages. C'est difficile de faire l'inventaire. Quels sont les rapports de... Mais elle est grande, la famille, d'abord, non? La famille directe n'est pas très grande, puisqu'il avait 12 frères et sœurs. Hein. D'accord. Et un peu répartis dans le monde entier. Ça a été un peu, si vous voulez, la raison. Je crois que, étant donné, ça c'est mon interprétation, hein, étant donné, je ne dirais pas le mépris, mais disons la non-compréhension de la famille à son égard, de sa famille directe, et de son écart de cette famille, son retrait. De ce fait, personne n'a voulu vraiment prendre en main sur place cet héritage et en faire quelque chose. D'accord. Il n'y a pas eu d'entente pour le faire. Et pour revenir sur la peinture, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas un catalogue de ce qu'il a fait. C'est très difficile à faire parce qu'il peignait à tour de bras. Il donnait énormément, on passait le voir et hop, il en donnait 5, 6 par là. La princesse Indira Devi en avait aussi énormément. Et pour lui, c'était un plaisir de pouvoir partager ces peintures. Il a, une petite parenthèse, pendant qu'il était régulièrement à l'hôtel du Mort de Brabant, un jour il s'est dit, mais écoutez les serveurs, là, le personnel, mais venez, je vais vous apprendre à peindre. Et il a pendant plusieurs semaines donné des cours de peinture au personnel de cet établissement hôtelier, qui était absolument ravi de pouvoir découvrir la peinture. Des livres, il en a détruit parce qu'il considérait qu'effectivement son art n'était pas reconnu. Il a fait quelques grands feux sur certaines plages de ses livres. De ses peintures également. À peu près pour la même raison. Enfin, une raison, cette raison-là, une autre raison, la moitié d'une autre raison, c'est qu'il considérait que c'était pas assez bien fait.
hein. Mais il y avait quand même toujours ce côté, on me refuse, hein, vous le disiez, on refuse de reconnaître mon génie, on refuse de m'acheter. Il raconte dans une de ses chroniques de presse comment les gens passaient devant les portes de ces expositions, les mains dans les poches, gardant bien leur porte-monnaie bien sévèrement fermée et n'achetant jamais ces tableaux. Il raconte comment il a fait une exposition d'une dizaine de jours qui a rapporté, mais même pas des poussières, parce que les gens n'achetaient pas ces tableaux. Aujourd'hui, mon Dieu, là, c'est différent. Les tableaux qui coûtaient 5 sous valent 1 million aujourd'hui. Et tous ceux qui sont d'heureux propriétaires de tableaux de Chazal, j'espère qu'il y en a parmi vous, gardez-les précieusement parce qu'ils valent de l'or. Juste une question, vous avez évoqué les chroniques journalistiques, sur quoi abordaient-elles? Alors, sur beaucoup de sujets. C'était souvent par rapport à l'actualité. Il en a fait donc pendant 30 ans. 48 à 78, il a fait 990 chroniques. Ça, le chiffre est clair. 990 chroniques. Donc, c'était par rapport à l'actualité, par rapport à certains phénomènes de société, par rapport, comme Bernard Violet le rappelait, à l'homme qui a marché sur la Lune. Énormément de sujets. Et c'est vraiment d'une richesse absolument extraordinaire. Alors, par exemple, il a fait des chroniques sur la politique. Je vais vous dire dans quel contexte. Malcolm Chazal a été candidat d'un parti politique en 1959 pour des élections nationales. Il était candidat dans une circonscription électorale, et donc, comme ça se passe à Maurice, il est monté sur un camion pour haranguer la foule pour qu'on vote pour lui. Il a été battu, mais pas de beaucoup de voix. Il a été battu de 500 ou 600 voix. Il a bien failli être député. Et il était député d'un parti qui s'appelle toujours le Parti travailliste, et qui, à l'époque, en 1959, prônait l'autonomie administrative de Maurice. Par la suite, c'est ce même parti qui va prôner l'indépendance et qui obtiendra l'indépendance. Et à l'époque, en 1959, il était le seul issu de la population qu'on appelle à Maurice la population blanche de Maurice, à être candidat à côté du Parti travailliste qui rassemblait des gens d'origine indienne, métisse, musulmane, etc. Et lui, c'était le seul à être issu de ce qu'on appelle la communauté blanche de Maurice, à être candidat. Et alors, il fait une chronique qui est savoureuse, après avoir été battu. Il fait une chronique en racontant il va rencontrer les gens, il va dans un cinéma, il dit voilà, j'ai été battu, enfin il fait un meeting public, et après il écrit une chronique en disant que l'auteur de Petrus Mock a rencontré le peuple de Petrus Mock, un lyrisme absolument extraordinaire, où il disait, voilà, tout le monde disait, mais parlez encore, vous êtes notre sauveur. Alors Malcolm, bien sûr, quand on lui dit ça, il je ne suis pas une spécialiste, mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'en entendant parler chacun des intervenants, on a vraiment l'impression que c'est un homme qui a une filiation familiale, blanche, avec sûrement des valeurs très fortes, chrétiennes, etc. Mais que finalement, l'influence de la terre, de l'île dans laquelle il est, de la nature, de cette mixité culturelle, est bien plus prégnante sur lui que le reste, quoi. Et ce qui en fait probablement un grand poète, quoi. C'est assez... d'après tout ce que vous dites, c'est vraiment ce qu'on sent, je trouve, hein. Voilà. Donc je sais pas, c'est peut-être pour ça qu'il a dû se fâcher avec sa famille, parce qu'il va tellement loin... à l'écoute de la multiplicité. Voilà, c'est ça. Et quand il parle de la terre, moi je comprends par rapport à l'Afrique, par rapport à l'anémisme, et on peut voir ça dans n'importe quelle région du monde quand on est sensible à la nature. On part de là, quoi. Et sur l'île Maurice, que j'ai pas eu la chance de visiter, je crois que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'ai lu en temps réel ces chroniques dans Advance. Et il y avait une liberté dans cette écriture. C'était, je sais pas, on pourrait dire que c'était un peu comme Charlie Hebdo par moment aujourd'hui, comme Ciné Hebdo aujourd'hui. Il se laissait aller, parfois il était très très sérieux, mais tellement sérieux que ça devenait
même loufoque. Il se permettait tout. Et il disait moi, le monde est comme ça, mais moi, je vous dis que le monde, il doit être autrement. Vous ne l'avez pas compris. Et il parlait de tout. Et c'était une liberté. Moi, je le lisais avec une joie, une grande joie. Parce qu'à côté de ça, il y avait d'autres articles sur les mêmes sujets dans le journal qui parlaient de la vie de Maurice, comme ça. Et c'était formidable. Je garde un souvenir merveilleux de ça. Alors, à la fois, pour ajouter à ce que tu dis, très iconoclaste. Oui. Très iconoclaste. Et en même temps très prophétique parfois. Il a écrit des choses, mais même dans ses commentaires, mettons, d'économie politique, en 1900, je ne sais plus quoi, passez-moi la date, 1940-41, il écrit un livre qui s'appelle Laboratoire central de contrôle. Il avait déjà quitté l'industrie sucrière, c'était terminé, il était devenu fonctionnaire, et il écrit un ouvrage où il dit, ben voilà, les choses sont mal gérées, il faudrait qu'il y ait un centre national pour vérifier la qualité de notre sucre, etc., avant l'exportation. Il faudrait qu'il y ait la possibilité de grouper notre sucre pour expédier ensemble dans des espèces de containers avant la lettre. On ne peut pas dire que la totalité des écrivains mauriciens avant Malcolm avaient cette espèce de regard tourné vers l'Europe. Non, ce ne serait pas vrai. Un certain nombre. Sur la poésie. Poésie, romans, nouvelles, contes, etc. Je prends tous les genres littéraires ensemble. On ne peut pas dire ça. Un certain nombre d'entre eux, oui, qui étaient européano-centrés, etc. Mais on ne peut pas dire que ce soit la totalité. Parce qu'on trouve, je parlais de Léon Villaume, mais on peut parler de Robert Edouard Hart, qui n'est pas un contemporain. Malcolm précède Malcolm de Chazal. Et ce sont deux poètes, par exemple, qui ont écrit des choses extrêmement enracinées dans le terroir. Et il y en a d'autres dans le courant du 19e siècle. Quand on feuillette les revues littéraires mauriciennes, on trouve vraiment des bijoux de gens qui savaient ce que c'était que l'île Maurice et l'aimaient. Chazal, dans ses textes journalistiques, a aussi écrit des critiques littéraires. Et il a parlé de l'Ecclésio. Alors moi, j'avais envie de poser la question d'un nom Nobel, Malcolm de Chazal, qui souhaitait que, à propos duquel Sangor se demandait pourquoi il n'avait pas eu le Nobel, a un Nobel qui est lié à l'île Maurice, puisqu'il dit que c'est sa petite patrie. Quel est le lien, outre une admiration et une affection de l'Ecclésio pour Chazal, est-ce qu'il y a des liens littéraires? Est-ce qu'on peut trouver des parentés spirituelles, littéraires? Bon, la question est difficile et vaste, hein, mais si elle existe, s'il y a un lien, où est-il? Je ne saurais pas dire, oui. Il faudrait chercher ça. Il y a certainement un lien, oui. Je pense il y a un lien, le lien enfin, avec la nature, en tout cas. C'est-à-dire que le style de travail de l'Ecclésio a été totalement différent. L'Ecclésio, dans son approche, c'est toujours de se pénétrer le plus possible d'une culture avant de pouvoir la décrire, écrire dessus, écrire avec. Chazal n'a pas du tout eu cette démarche-là. Donc, j'aurais du mal à dire cela comme ça. Mais la question m'intéresse, je prends note. Il exprime bien dans l'autobiographie spirituelle la souffrance, vraiment la souffrance qu'il a vécue avec cette difficulté de bâtir son âme, comme il dit, de révéler ce qu'il est vraiment. Et donc c'est un point commun, je pense. Oui, il me semble que justement dans le procès verbal, qui est le premier l'Ecclésio, en quelque sorte, s'il y en a deux, hein, là c'est une passerelle. Et l'Ecclésio rejoint quand même, il me semble, dans ce qui ne fait pas partie moins évident, de façon moins évidente dans le premier l'Ecclésio, rejoint un peu Chazal dans son lien avec la nature et vers cette recherche de la simplicité aussi qu'appelait Chazal. Enfin, on peut chercher, mais enfin on peut tordre les textes, mais il y a un lien quand même. Voilà.